sous l'aspect d'un champ de ruines. Pourquoi cet ordre n'a-t-il pas été exécuté? C'est cette histoire que nous allons vous raconter. En août 1944, les Alliés qui ont débarqué en Normandie 2 mois auparavant s'apprêtent à libérer Paris. La 2e division blindée du général Leclerc est prête à entrer dans la capitale et la résistance lance un appel à l'insurrection populaire. Adolf Hitler est acculé. Il ne veut pas renoncer. Il ordonne de faire exploser Paris. Depuis Berlin, il envoie un télégramme au commandement du Grosse Paris rassemblé à l'hôtel Meurice. Paris ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi, sauf sous l'aspect d'un champ de ruines. Mais la ville ne sera pas détruite grâce à un extraordinaire concours de circonstances. Pourquoi cet ordre ne sera pas exécuté? Hitler avait pourtant tout mis en œuvre pour qu'il le soit. 15 jours auparavant, il avait même nommé le général von Choltitz à la tête du Grosse Paris. Von Choltitz, un homme qui a exécuté tous les ordres d'Hitler, c'est même lui qui a transformé Sébastopol sur le front russe en champ de ruines. J'ai décidé de retourner sur les traces de ces hommes qui ont empêché la destruction de Paris, au cœur même des lieux qui ont été le théâtre de ce sauvetage historique. Les plus grands monuments de la ville lumière, sauvés in extremis de la destruction. Je suis allé à la rencontre de spécialistes de cette époque, l'auteur de la pièce Diplomatie, qui met en scène la relation entre le général von Choltitz et un certain Raoul Nordling, qui aurait eu un rôle capital dans le sauvetage de Paris. Un spécialiste d'Enigma, cette machine qui permettait de crypter les ordres d'Hitler, un ancien artificier qui nous expliquera s'il était vraiment possible de miner Paris, et surtout, j'ai retrouvé celui qui connaît la véritable histoire, celui qui sait ce qui s'est véritablement passé dans les sous-sols de l'hôtel Meurice, cette fameuse nuit du 22 août 1944, au moment de la réception de l'ordre d'Adolf Hitler. Alors en août 1944, 2 mois après le débarquement des Alliés en Normandie, Paris est sur le point d'être libéré. C'est une évidence. La 2e division blindée de Leclerc est aux portes de la capitale de la France. Et puis à l'intérieur même de Paris, eh bien, les résistants ont donné l'ordre de l'insurrection populaire. Le problème, bien évidemment, c'est Adolf Hitler. Hitler ne veut bien évidemment pas entendre parler de cette reddition. Il envoie d'ailleurs un télégramme à son commandement, un télégramme assez lapidaire et assez explicite. Écoutez, Paris ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi, sauf sous l'aspect d'un champ de ruines. Pourtant, bien sûr, Paris ne sera pas détruit, Paris n'explosera pas, Paris ne sautera pas. Et alors, aux yeux de l'histoire, bien évidemment, les 2 personnages qui sauvent Paris au mois d'août 1944, ils sont là. D'abord, il y a le général von Choltitz. Alors lui, c'est un nazi. Il a rasé Sébastopol. Donc il a vraiment une carrière de serviteur zélé d'Adolf Hitler. Et il est le gouverneur du Grosse Paris. Voilà. Le général von Choltitz va rentrer en négociation diplomatique, pourrait-on dire, avec précisément un diplomate. C'est lui, Raoul Nordling. Alors Nordling, c'est le consul de Suède, voilà, à Paris, en France. Et ces 2 hommes vont échanger pendant plusieurs jours. Et peu à peu, eh bien, vont émerger un certain nombre d'idées dans leurs esprits. La principale de ces idées, c'est qu'il est exclu de faire sauter Paris. On a voulu, dans les grains de sable de l'histoire, en savoir davantage, creuser un peu cette histoire qui parfois semble un peu trop belle. Pourquoi est-ce que cet homme, le général von Choltitz, fervent nazi, qui a toujours obéi à Hitler, pourquoi est-ce que cet homme
va refuser cette fois-ci d'obéir et de faire sauter Paris. L'état-major allemand avait pris ses quartiers dans l'hôtel Meurice, rue de Rivoli à Paris. Dans le sous-sol du palace réquisitionné arrivaient tous les messages d'Adolf Hitler grâce à la machine de cryptage Enigma. Je rencontre Gilles Primout. Il est spécialiste de la libération au cercle suédois, à 2 pas du Meurice. Il va m'expliquer qui était ce général, jusque-là surnommé le boucher de Sébastopol. J'aimerais qu'on parle de von Choltitz. Vous connaissez bien son cas, vous avez beaucoup travaillé sur la libération de Paris, vous avez même été en contact avec le fils du général von Choltitz. Cet homme, il est officier de la Wehrmacht et pas de la SS. Et jusque dans les années 60, beaucoup considéraient que la Wehrmacht avait été plutôt propre pendant la Seconde Guerre mondiale, au contraire, bien évidemment, d'unités comme la SS. Et ça, c'est un mythe contre lequel vous vous êtes battu. J'ai pu constater qu'effectivement, cette réputation lui a été prêtée d'avoir combattu loyalement, selon les règles de la guerre. Si elle n'a pas peut-être participé totalement aux exactions des SS en Pologne, en Russie, elle les a au moins encadrés, elle les a au moins aidés par la fourniture de véhicules, d'armes, de sentinelles. Elle n'a pas pu ignorer ce qui s'était passé. On va donc parler de von Choltitz. Lorsqu'il arrive ici, au mois d'août 1944, en poste à Paris, il a un sacré passé comme officier supérieur de la Wehrmacht. Hein. Quand je dis un sacré passé, sinistre même. Von Choltitz est un ancien combattant 14-18, 3 fois blessé. En 1939, il est chef de bataillon, il participe à la campagne de Pologne, à la campagne de Belgique et des Pays-Bas. Il est ensuite muté sur le front de l'Est, 41-42. Et là, il va se distinguer avec ses troupes devant Sébastopol. Sébastopol, c'est l'endroit où a été utilisé le fameux canon Karl, la plus grosse pièce d'artillerie autotractée qui ait jamais été construite. Ça a permis de raser quasiment la ville de Sébastopol. Et quand les Allemands ont pénétré dans Sébastopol, dans les ruines de Sébastopol, il y a quand même eu 36 000 Juifs massacrés. Dans ses mémoires, quelque part, en très petit peut-être, von Choltitz cite ce nombre. Alors il n'a peut-être pas participé avec ses troupes à ces massacres, mais comme je disais précédemment, il était là, il a dû y coopérer comme troupe d'appoint. On considère même, certains vont l'appeler le boucher de Sébastopol. Enfin, il est l'homme qui a scellé le sort de la ville de Sébastopol et des gens qui y sont morts. Le général von Choltitz reste un temps sur le front de l'Est. Puis il part en Italie. Il sera ensuite nommé en Normandie, où il prendra la tête d'un corps d'armée. Il n'y restera que très peu de temps. Il sera finalement muté quelques mois plus tard à Paris. En juillet 1944, Hitler a échappé de peu à un attentat. Parmi les traîtres, le gouverneur du Grand Paris. Pour le remplacer, il va s'adresser à un officier nazi zélé, l'homme qui a rasé Sébastopol. Hitler fait appel à lui pour venir à Paris, remplacer un autre général, Stülpnagel, qui lui a été compromis dans l'attentat contre Hitler. Absolument. Celui-là, il est exécuté. Von Choltitz, lui, à cette époque, est, après un bref passage en Italie, est sur le front de Normandie. Il est convoqué à Berlin et reçoit le commandement du Grand Paris. En Normandie, il a pu constater la force des Alliés et leur matériel incroyable. Donc, quand il accepte ce commandement, il a déjà vraisemblablement une petite idée sur la fin de la mission qu'on va lui confier. Il sait qu'il ne connaîtra pas le 12 automne de Paris. Il est là pour quelques semaines l'été. Oui. Il sait que l'affaire est entendue. Quel est le vrai rôle de von Choltitz dans le sauvetage de Paris? Il a un impératif, obéir à l'ordre qu'il a reçu. Il sait que Paris est sur le point d'être encerclé par l'ouest Mantes, par le sud Melun. À la veille de l'insurrection, il peut disposer d'environ 20 000 hommes, 20 000 soldats, parmi lesquels beaucoup d'employés d'état-major qui sont restés en arrière. Des bureaucrates, pas des combattants. Pas des combattants. Il n'a pas de troupes suffisantes pour défendre Paris. Que peut-il faire ?
Ainsi, Adolf Hitler rêve de faire sauter Paris en cette fin du mois d'août 1944. Mais les Allemands disposent-ils seulement de suffisamment de soldats à Paris? Ont-ils suffisamment d'artificiers à Paris pour faire sauter la ville? Ont-ils suffisamment d'explosifs en stock à Paris? Et ont-ils suffisamment de temps pour miner toute la ville? Je vais à la rencontre de Thierry Vareille, artificier, ancien sapeur du génie et spécialiste du minage et du déminage. Il s'agit de comprendre s'il était véritablement possible de détruire les ponts de Paris. La Tour Eiffel, dans Paris brûle-t-il de René Clément dans le film, on les voit les Allemands amener les caisses d'explosifs sous les piliers de la Tour Eiffel. Ouais, tout à fait, on les voit arriver avec les caisses, bien marquées en plus, et descendre en fait les caisses dans le pilier, je crois le pilier sud si j'ai bonne mémoire, dans le film, mais c'est voilà, c'est pour le film. Combien de temps faut-il pour faire sauter un pont? Alors, pour le faire sauter, dans votre langage, une fraction de seconde. J'appuie sur manuel, voilà. Par contre, pour le miner entièrement, si on prend par exemple celui-là, il faut prendre chaque poutre, ainsi de suite. Je pense pour une unité entraînée, on va mettre entre 30 et 50 tonnes. Je pense qu'il y en a pour en gros un bon 4 à 6 heures. 4 à 6 heures pour miner un pont métallique comme le pont Alexandre III. Sous l'occupation, il y avait 42 ponts sur la Seine à Paris. Parmi eux, certains très anciens comme le Pont Neuf, entièrement constitué de pierre. Mais justement, les ponts de pierre étaient-ils vraiment plus compliqués à détruire? Alors ça c'est plus simple parce que là il suffirait simplement de mettre un gros camion au milieu sur chaque type de pont, mais c'est plus 300 kilos qu'il faut, il faut une petite tonne quand même. D'accord. Et là il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Celui-là, on le détruit en 10 minutes, un quart d'heure ce pont-là. Ouais, mais avec quelques tonnes d'explosifs. Parce que là on met un camion entier, on le pose sur chaque arche, et avec l'explosion, ça fera tomber l'arche. D'accord. Le pont des Arts, construit je crois par Napoléon. Bon ça c'est facile ça, c'est des arches métalliques. Pour le détruire, là il faudra s'attaquer vraiment à chaque barre métallique. D'accord. Il faut vraiment mettre de l'explosif sur chaque barre. Donc après il y a des calculs qui se font. Et ensuite il faudra poser les charges équivalentes, prévues calculées sur chaque type d'IPN. D'assembler l'ensemble. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arches, on voulait vraiment détruire l'ensemble complet. Donc ça multiplie le travail par 7. Il faut tous les relier par des cordeaux. C'est un peu comme si je mettais une boîte à chaussures sur la première arche, et puis une deuxième boîte, et puis une troisième là-bas, puis une quatrième et une cinquième, et je les relie en fait par des ficelles. D'accord. Et c'est ces ficelles qui vont mettre l'onde de choc pour faire sauter le pont instantanément au même moment. D'accord. Donc ça paraît simple, mais c'est compliqué parce qu'il faut s'attaquer vraiment à chaque poutrelle métallique. D'accord. Une manœuvre très risquée qui expose les troupes allemandes aux tirs éventuels des résistants parisiens, les fameux FFI, Forces françaises de l'intérieur, commandées par le colonel Roltanguy. En août 1944, les fameuses pionnières compagnies minent Paris. Mais alors là, il y a plusieurs versions. Et von Choltitz lui-même, pour faire du zèle devant Hitler, pour faire croire qu'il est un général qui suit les ordres, va dire « j'ai tout miné ». En réalité, qu'est-ce qui a été miné à Paris? Alors d'après ce qu'on sait et d'après ce que disent aujourd'hui les historiens, et seul le pont Alexandre III était préminé. Ça veut dire qu'on prémine un pont ou un ouvrage d'art, et au moment où on en a envie, on le fait sauter. Et le deuxième monument qui avait été préminé par les Allemands, et encore là, il n'y avait pas tous les éléments, c'était en fait dans les galeries en fait, de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Maintenant, effectivement, il était quand même prévu de pratiquement préminer les 42 ou 48 ponts qui étaient sur la Seine, et en même temps de s'occuper des différentes industries, gaz, charbon, électricité qui devaient alimenter la ville de Paris, et donc de miner ces 200 entreprises, entre guillemets. Miner plus de 200 lieux, alors que von Choltitz ne dispose que de 20 000 hommes. Acculé par des alliés qui sont aux portes de la ville, le général du Grosse Paris ne pourra probablement pas détruire la capitale, comme le lui a ordonné Hitler. Au fond, Hitler, cet ordre de détruire Paris, il n'a aucun intérêt stratégique. Aucun. On ne va pas retarder de 3 jours l'arrivée de la deuxième DB des Alliés. C'est simplement de la vengeance, c'est de la haine, quoi. C'est plus que de la vengeance, c'est vraiment de la haine. Je dirais même c'est de la folie. À mon avis, il avait cette folie de vouloir tout détruire. Faire un peu comme Stalingrad, terre brûlée. Voilà, c'était son... Autrement, quel intérêt détruire un bâtiment pareil, ou même un pont pareil? Non, c'était pas pensable. C'était pas pensable. Et une économie sans pont, sans structure, ainsi de suite, c'est des années supplémentaires pour se reconstruire. La réalité, c'est que les hommes de von Choltitz n'ont ni le temps, ni les moyens de faire sauter le Grosse Paris.
Ils vont pourtant miner plusieurs bâtiments de la capitale, le pont Alexandre III notamment, et l'Assemblée nationale prête à exploser. Pourtant, aucun monument ne sera détruit car l'ordre de mise à feu ne sera jamais donné par le général von Choltitz. C'est un étonnant concours de circonstances qui va empêcher la destruction de Paris. Mais comment expliquer le comportement de cet officier fervent national-socialiste? Quelles sont ses véritables motivations? Une rencontre va être déterminante, celle de von Choltitz avec le consul de Suède, Raoul Nordling. Nordling va convaincre von Choltitz que l'état mental d'Adolf Hitler est considérablement dégradé et que la guerre est perdue pour les nazis puisque les Alliés sont aux portes de la capitale française. L'histoire a souvent retenu le rôle de ce duo. D'ailleurs, la pièce de théâtre Diplomatie, jouée par André Dussolier et Niels Arestrup, a sublimé la responsabilité de ces deux hommes dans le sauvetage de Paris. C'est tout près de la rue de Rivoli, au théâtre de la Madeleine, que je vais retrouver Cyril Gély, auteur de la pièce de théâtre Diplomatie, une pièce ensuite portée sur grand écran et qui a reçu un nombre impressionnant de prix. Pourquoi vous avez eu envie, un beau jour, de vous intéresser à la relation entre ce Suédois Nordling et ce nazi convaincu, quand même, von Choltitz? En fait, j'ai pas eu envie de... La première idée n'est pas venue de raconter leur rencontre. La première idée est venue un jour qu'on a tous en mémoire. Et que vous aussi, vous savez exactement ce que vous faisiez ce jour-là. Parce que c'était le 11 septembre 2001. Et moi, je m'en souviens très bien, j'étais devant mon téléviseur, comme tout le monde. Et je me suis dit, mais c'est fou ce qui nous arrive. Voilà, on peut détruire une ville en 2001. On en détruira d'autres après, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit de regarder le Mali, la Syrie, l'Afghanistan, et on en a détruit avant. Et je me suis souvenu qu'effectivement, un jour, j'avais lu, parce que j'adore l'histoire évidemment, que von Choltitz, ce général allemand très droit dans ses bottes, avait reçu l'ordre d'Hitler de faire exploser la capitale française. Mais on ne sait pas la raison, personne ne connaissait la raison pour laquelle il ne l'avait pas fait. J'ai bien compris vos intentions. Vous êtes marqué par le 11 septembre 2001, la destruction de la ville. Ça évoque en vous août 44, la destruction programmée de Paris. Mais qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi opposer ces deux personnages? Comment sont-ils psychologiquement? Est-ce qu'il y a une négociation qui se mène entre eux? Est-ce que l'Allemand est désespéré? Ou est-ce qu'au contraire, il veut aller jusqu'au bout? C'est quoi l'enjeu psychologique? L'idée, si vous voulez, c'est qu'il fallait un Allemand déjà, et c'était le cas avec Choltitz, qui a toujours dit oui aux ordres d'Hitler. Choltitz a toujours dit oui. Et c'est la raison pour laquelle il a été nommé en août 44 à Paris. Pourquoi? Quelques jours avant l'action. 15 jours avant l'action. 15 jours. Oui, enfin, il a été gouverneur du Grand Paris 15 jours. Il est arrivé 15 jours après, il capitule. 15 jours, c'est rien. Mais il faut savoir qu'en juillet 44, un mois plus tôt, il y a le fameux attentat contre Hitler. Attentat où il va quand même passer à 2 doigts de la mort. Et donc il veut désormais avoir quelqu'un qui ne discute plus les ordres qu'il donne. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il fait passer une loi dont on se sert dans la pièce, qui est la Sippenhaft, qui met le général Choltitz face à un choix terrible. C'est soit j'accepte les ordres d'Hitler, je détruis Paris, en contrepartie, ou plutôt grâce à cela, ma famille continue à vivre le plus normalement du monde. Si je refuse d'exécuter les ordres d'Hitler, je ne détruis pas Paris, alors ma femme et mes 3 enfants seront arrêtés et exécutés. C'est ça la Sippenhaft, c'est-à-dire que tout général allemand ou tout officier allemand qui refuserait les ordres d'Hitler verrait sa famille arrêtée et exécutée. C'est quand même terrible. Et Choltitz est confronté à ce choix, ça c'est la vérité. Est-ce que c'est un officier qui va devenir, au fil de ces 15 jours à Paris, un peu francophile? Est-ce que l'argument émotionnel, allez, utilisons le mot attendrissement, est-ce qu'il compte dans la psychologie de von Choltitz ou pas? Je pense. Quand on lit ses mémoires, Choltitz donne 2 raisons pour lesquelles il n'a pas détruit Paris. La première, c'est vrai, il a rencontré Hitler donc peut-être une semaine avant d'arriver à Paris, nous sommes là, vraiment début août, et il est face à un homme qui est littéralement fou. De la bave, on lit clairement, littéralement dans ce qu'écrit Choltitz, de la bave s'est coulée de ses lèvres, et donc il ne sait plus très bien si effectivement l'Allemagne a encore une chance de gagner la guerre ou pas. Donc, est-ce que ça vaut le coup de détruire Paris? Je pense que ça commence à jouer dans son esprit. Et puis la deuxième raison, c'est effectivement la beauté de la ville. Et il dit que si jamais un Allemand détruit cette ville, ça met fin pour toujours à un quelconque rapprochement entre la France et l'Allemagne dans le futur. Quelle va être l'action de ce Nordling?
Nordling est un homme assez incroyable, un Français, on peut le dire. Enfin, il est suédois, mais il a vécu toute sa vie en France. Il ne sait pas parler suédois. Il va apprendre à parler suédois lorsqu'il va être obligé de partir en Suède, à Stockholm, pour faire son service militaire. Ouais, ah bon. Donc c'est vraiment un Français, on va dire, un Parisien pur chousse. Son père est consul et à l'époque, ça se transmet de père en fils. Donc il devient à son tour consul et il est consul de Suède. Et la première chose qu'il va faire, c'est d'essayer de rencontrer Choltitz pour le convaincre de ne... Il y a à peu près 4000 prisonniers politiques dans les prisons françaises, et notamment autour de Paris. Et malheureusement, ces 4000 prisonniers sont appelés à être emmenés en train à Auschwitz et dans d'autres camps de concentration. Et Nordling veut intervenir auprès de Choltitz pour qu'il libère ces 4000 prisonniers. Les tractations vont être assez difficiles, Choltitz ne va pas vouloir, il va accorder, bref, il va réussir à en sauver 4100, 4150, malheureusement 100, les 100 derniers. Il n'aura pas le temps d'aller les retrouver, d'aller les sauver, de les tirer de la prison, et ils vont partir en camp de concentration, je ne sais pas combien reviendront de ce voyage. Ensuite, après avoir quand même sauvé 4000 personnes, ce qui n'est quand même pas rien, il va jouer un rôle très important puisqu'il va y avoir une montée, une sorte d'égo, de montée de coq entre d'un côté Choltitz qui est quand même le gouverneur du Grand Paris et les résistants qui commencent à investir par exemple la préfecture de police. Là nous sommes aux alentours du 15, 16, 17 août. Et Choltitz va vouloir amener l'aviation allemande et bombarder la préfecture de police. Préfecture de police, on est à 2 pas de la Sainte-Chapelle, on est à 2 pas de Notre-Dame, des destructions irrémédiables. Encore une fois, Nordling intervient pour demander une trêve, que les résistants acceptent, que Choltitz accepte, et cette trêve va durer jusqu'à la libération. Von Choltitz et Nordling se voient à plusieurs reprises dans l'hôtel Meurice, théâtre de ces rencontres au sommet qui vont faire basculer le destin de la capitale française. Nordling, le consul suédois, persuade von Choltitz de se rendre et de ne pas faire sauter Paris. Il plaide pour que les représailles contre la population parisienne soient évitées, arguant que la guerre est de toute façon perdue pour l'Allemagne. Et il garantit à von Choltitz que lui et ses hommes ne seront pas fusillés sans jugement. Mais qui est véritablement ce Raoul Nordling? A-t-il vraiment agi pour protéger la capitale? Pour en savoir davantage, je rencontre Jacques Privat. Il est historien, il est spécialiste de la Scandinavie et de la Suède et il est expert de Raoul Nordling. Il connaît tout de cet homme. Il a enquêté sur ses relations plutôt troubles pendant la période de l'occupation. Alors il est comment ce Nordling? Sa face cachée, qui est assez mal connue, c'est celle d'homme d'affaires, d'industriel, et elle est loin d'être négligeable. Il faut dire qu'avant-guerre, il est quand même dans le camp de ceux qui vont plutôt collaborer, non? Voilà, ses amitiés personnelles le poussent plutôt vers l'extrême droite. Il est consul pour la Suède, et la Suède est fortement en faveur de l'Allemagne. Hein. La Suède était censée être neutre, mais si on regarde l'économie suédoise, elle est pro-germanique. La Suède dépend de l'Allemagne et vice-versa. Et Nordling s'inscrit dans ce contexte. Hein. Il connaît Tétinger, des jeunesses patriotes. Alors Tétinger, il faut bien... On est dans les années 30-40, avant la guerre. Bon, voilà, c'est le chef d'un mouvement d'extrême droite, nationaliste français. Voilà. C'est plutôt son environnement à lui, Nordling. Il fréquente assez peu les communistes, pour faire simple dans la caricature. Il est ami de Tétinger, donc qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Ce qui est intéressant, c'est que ces sources du cercle suédois nous disent qu'il est aussi ami de von Choltitz. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites qu'il n'y a pas de partie d'échec entre Nordling et von Choltitz, ce sont des amis. On est entre bons amis. C'est quand même un petit peu dérangeant. Pour vous, ce serait un calcul cynique de la part de 2 amis, Nordling le suédois et von Choltitz l'allemand nazi, ce serait un calcul cynique pour sauver leur peau dans les derniers jours du mois d'août 1944, alors que Paris est sûr de tomber aux mains des alliés et des résistants. C'était un calcul qui était, je pense, bien réfléchi. Et si malgré tout ça, cet homme avait vraiment sauvé de façon sincère la vie de milliers de personnes destinées au camp et Paris par la même occasion. Et s'il avait vraiment sauvé Paris? Je ne remets pas en cause les quelques actes qu'il a fait. Il a sauvé effectivement les émissaires gaullistes. Hein. Il a sauvé des otages. Mais cet acte, d'abord, ça a été fait à la fin de la guerre. On ne lui connaît aucun autre acte héroïque avant. Disons que son action a contribué et tout.
mais ça laisse un petit peu songeur. C'est donc dans la nuit du 22 au 23 août 1944 que tombe le fameux ordre du chancelier Adolf Hitler. Paris ne doit tomber entre les mains de l'ennemi qu'en l'état d'un champ de ruines. Bien sûr, tous les messages émanant du quartier général d'Adolf Hitler à Berlin étaient cryptés, puis décryptés lorsqu'ils arrivaient à Paris grâce à une machine Enigma située dans une salle de l'hôtel Meurice. C'est donc cette machine qui a été utilisée à Berlin par les officiers d'Adolf Hitler pour envoyer cet ordre dément à von Choltitz, et c'est cette machine qui a été utilisée à Paris pour décrypter l'ordre d'Hitler. Et si il était là, notre grain de sable, le message a-t-il été bien reçu? Le message a-t-il bien été transmis à von Choltitz? Je pars à Rennes pour découvrir l'un des derniers modèles existants d'Enigma au musée des transmissions. Je veux comprendre comment les ordres ont été transmis par Hitler et comment ils ont été reçus à l'hôtel Meurice. Cette machine, il y en a une, par exemple, à l'état-major, à l'hôtel Meurice, par exemple? Ah, pour sûr, oui. Ouais. Il y en a beaucoup en Europe? Des milliers. Des milliers. C'est-à-dire que chaque unité allemande... Chaque formation a sa machine, a son officier pour la mettre en œuvre et ses exploitants pour chiffrer, déchiffrer et dépêcher. Inventée par un ingénieur allemand en 1923, la machine Enigma nécessite 3 personnes pour décrypter des messages. Un premier opérateur réceptionne le message, un autre le décode, puis un troisième, en général officier, surveille et contrôle le travail des 2 opérateurs et transmet le message à sa hiérarchie. On peut l'ouvrir, cette machine Enigma? Oh là là. Il y a beaucoup de combinaisons pour une fois, mais combien de milliers? Comment savoir? En mathématiques, on va dire il y a 26 factoriel 26, 26 fois 25 fois 24, si vous avez fait un peu de maths. Ouais. Vous faites ça 3 fois, puissance 3, puisqu'on a 3 roues. Et en plus, c'est pas toujours les 3 mêmes roues. Les roues sont permutables et on choisit 3 roues parmi 9 roues. D'accord. Ah oui. Suivant des codes secrets journaliers. D'accord. Donc là, si j'appuie sur le A... Vous n'aurez, voilà. Première fois, vous avez un Y. Rappuyez sur le A. Ça va pas être un Y, là? Ah non. Ah oui, là, c'est un B. B. Encore une fois. Mon capitaine, ces officiers de transmission de l'armée allemande, ils ont un rôle capital et j'imagine que Hitler compte sur eux. Hein. Ah, oui. Déjà parce qu'ils sont officiers de transmission, donc pour l'acheminement des messages jusqu'au plus bas niveau et jusqu'au plus haut dans l'autre sens. En plus, comme tous les officiers allemands, ils ont un serment d'allégeance au Führer. C'est-à-dire qu'ils sont liés au Führer jusqu'à la mort. Avec, bien sûr, ils risquent la mort s'ils trahissent Hitler. Quoi. Comment peut-on arriver à bloquer un ordre qui vient de l'état-major de Berlin, du QG d'Hitler? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oui. On est en août 1944. Si je me souviens bien, il y a eu le complot Valkyrie. Les officiers, les sous-officiers, voire les hommes de troupes allemands commencent à se poser des questions. On va dire les Alliés ne sont pas très loin de Paris, à quelques dizaines de kilomètres. Bon, c'est peut-être une forme de conjuration, qui sait. Ou alors... Il y a moins d'enthousiasme dans la salle de transmission. Je pense, ouais. Mais alors, serait-il possible que des soldats allemands, des officiers de la Wehrmacht, jusque-là soumis à l'autorité de leur Führer, aient pu le trahir? Dans ce sous-sol de l'hôtel Meurice, quelqu'un aurait-il pu retenir le message envoyé depuis l'Allemagne? Justement, au cœur de notre enquête, nous avons retrouvé la trace de ce moment tout à fait extraordinaire. Un moment qui est d'ailleurs décrit dans le célèbre livre de Lapierre et Collins, Paris brûle-t-il. Il faisait gris, il était exactement 7 heures, ce jeudi 24 août. Et le jour qui commençait serait le premier où le caporal Helmut Mayer apporterait son petit déjeuner au gouverneur militaire du Grosse Paris. Choltitz ajusta son monocle, ouvrit le classeur noir
et se mit à parcourir les télégrammes. Le premier était l'ordre personnel que Hitler avait dicté la nuit précédente à Jodl. Cet ordre était tombé sur le téléscripteur du Meurice vers 1h du matin. La première personne qui en avait pris connaissance avait été le lieutenant Ernst von Bressensdorf, chef des transmissions de service cette nuit-là. Atterré par son contenu, l'officier avait décidé, bien que cet ordre portât la mention KR Blitz, très urgent, de retarder le plus longtemps possible sa transmission à son destinataire. Au lieu de faire réveiller le général von Choltitz, Bressensdorf avait conservé le message toute la nuit dans sa poche, et ce n'est qu'à 6h du matin qu'il le remit au lieutenant von Arnim. Bressensdorf était persuadé que cet ordre aboutirait à la destruction de Paris et qu'après son exécution, les Allemands qui viendraient à tomber entre les mains des Français seraient massacrés par représailles, etc., etc. Un jeune officier de transmission allemand, Ernst von Bressensdorf. Voilà notre grain de sable. C'est lui qui aurait retenu le message envoyé par Adolf Hitler. Ignoré de l'histoire, ce jeune officier de 27 ans aurait sauvé la capitale française. Nous avons retrouvé un parent éloigné d'Ernst von Bressensdorf qui, en enquêtant dans la généalogie de la vie de son cousin, a découvert des documents incroyables sur ses relations avec von Choltitz et Nördling. Alors, rapidement, qui est ce Bressensdorf? C'est un jeune officier et il est au Meurice en 1944. Il est au Meurice en charge des questions de transmission. C'est un officier des transmissions. Et il est notamment en charge du chiffrage et surtout du déchiffrage, du décodage des ordres qui arrivent à destination du général von Choltitz. Et alors, ce sont des ordres qui viennent plutôt d'Allemagne, en général, de Berlin? La plupart du temps, ça vient de Berlin. Ça peut venir aussi du commandement général du groupe d'armée B, commandé par le général Speidel. Mais essentiellement, ça vient de Berlin ou du QG du Führer lui-même. Cet homme va rentrer dans l'histoire de Paris et dans l'histoire de France le 22 août 1944. Dans quelles circonstances? Il reçoit le 22 août à 20h un télégramme signé de Hitler que Jodl a pris sous la dictée du Führer assez énervé. Et ce télégramme indique notamment « Paris ne doit tomber aux mains de l'ennemi qu'à l'état de champ de ruines ». Ce sont exactement les mots en allemand qui ont été transmis. Et von Bressensdorf a été totalement atterré lorsqu'il a reçu ce télégramme. Et à partir de cet instant-là, une histoire assez extraordinaire est démarrée. Quelle est cette histoire? Cette histoire est celle d'abord d'une, on va dire une trahison. Parce que Bressensdorf a gardé ce télégramme dans sa poche. Pourquoi l'a-t-il gardé? Avant d'arriver en France, il avait fait des recherches généalogiques parce que sa famille entretenait des relations d'affection avec des ancêtres assez lointains, des ancêtres français qui avaient été poussés hors de France par la révocation de l'édit de Nantes. Et Ernst von Bressensdorf avait dessiné, alors qu'il était dans son berceau familial à Leipzig, un arbre généalogique qui remontait jusqu'à Saint-Louis, notre cher Louis IX. C'est une chance, c'est une bénédiction pour Paris, d'avoir un francophile qui se sent un peu français. Alors, justement, ayant dessiné son arbre généalogique royal en 1941, pendant la guerre, Bressensdorf, effectivement, a profité des premiers moments de son séjour à Paris. Et il y est en poste à partir de janvier 1944 pour aller à la bibliothèque Mazarine, pour aller à l'Institut, pour faire des recherches et compléter sa connaissance de généalogie française. Et il n'y avait pas à Paris un officier allemand qui fut plus informé que Bressensdorf de ses origines françaises. Ce que vous me racontez est quand même très intéressant. Il a 27 ans, 26-27 ans. Il est en poste au Meurice, à côté du général qui dirige le Gros Paris, c'est-à-dire, c'est pas rien, hein, il est vraiment au cœur du dispositif, de l'exécutif de l'occupation, et il va se promener rue Mazarine, etc., à la recherche de son passé et de ses ancêtres français. Il va de bibliothèque en bibliothèque à la recherche de ses racines françaises. Absolument. Dans ces moments tragiques, Paris ne pouvait pas avoir de meilleur ambassadeur, et surtout d'avocat mieux placé que Bressensdorf auprès de von Choltitz. Alors ce von Bressensdorf, qu'on voit plus tard à l'âge de la maturité, qui est un peu un oublié de l'histoire, au fond il a eu un rôle capital le 22, 23, 24 août 1944, et c'est en partie grâce à lui, on va voir comment, que Paris est resté Paris.
Il a retenu les télégrammes de Hitler dans sa poche. Dites-moi, votre cousin, on lui doit tout simplement le sauvetage de Paris? Clairement. Ouais. Clairement. Bressensdorf, un sauveur de Paris, peut-être le sauveur de Paris, a vécu pendant des décennies après. Pourquoi est-ce qu'il est si peu connu? Est-ce que la Ve République l'a remercié? Alors, il est resté muet sur cette question. Il n'a pas même dit à sa femme ce qu'il avait fait à Paris en 1944. C'est à l'occasion des recherches de la Pierre et Collins, recherches et interviews auxquelles sa femme a assisté, qu'elle a appris le rôle de son mari. L'homme qui a sauvé Londres est un autre homme tout à fait important qui a voulu justement honorer la mémoire de l'action de Bressensdorf. Et l'homme qui a sauvé Londres, en 1989, a dédicacé son ouvrage à son cousin Ernst von Bressensdorf. C'est-à-dire que l'homme qui a sauvé Londres va demander aux autorités françaises de récompenser l'homme qui a sauvé Paris, parce que lui, Hollard, il est récompensé par la reine d'Angleterre. Absolument, oui, il est très hautement récompensé. Alors il va dire